Socience, qui est une entreprise sociale dont la mission consiste à rapprocher et à faire collaborer deux mondes qui se connaissent peu, à savoir le monde de la recherche scientifique et le monde de l'impact sociétal. Alors concrètement, au quotidien, on accompagne les industries, entreprises, mais aussi les instituts de recherche et les agences de financement de la recherche lors de missions conseil ou de formation pour justement comment connecter en fait toutes leurs compétences scientifiques et techniques au profit de projets d'innovation à impact, mais aussi pour intégrer de nouvelles pratiques, de nouveaux modèles de recherche en faveur de l'impact social et ou environnemental. On a également un programme d'Open Innovation qui s'appelle The Future of, dont l'objectif c'est de faire émerger des collaborations multi-recherche, des collaborations de recherche multi-acteurs, donc avec des industriels, des chercheurs, des entrepreneurs sociaux, des ONG, pour répondre à des enjeux de société, des enjeux socio-environnementaux, comme par exemple les emballages à usage unique, la valorisation des déchets industriels, l'agriculture urbaine, etc. Alors, pour la session qu'on a organisée avec Make Sense, alors vous avez peut-être déjà fait le lien entre la science et le contexte actuel de l'épidémie de Covid-19. On a en effet un système de recherche scientifique aujourd'hui en France, mais en Europe et dans le monde plus largement, qui est fortement mobilisé en fait, pour mieux comprendre ce virus, jusqu'alors inconnu, et pour développer évidemment des solutions thérapeutiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont est mobilisé le système de la recherche par rapport à cette crise est assez révélatrice finalement des enjeux qui traversent ce système, encore une fois en France et plus largement dans le monde. Et du coup, c'est pourquoi on est très content chez Socience d'avoir préparé avec Make Sense cette série de 3 épisodes, Science versus Covid-19, pour mettre en lumière et explorer ensemble ces enjeux à la lumière de la crise actuelle. Donc cette première session qu'on va vivre ensemble, c'est le premier épisode d'une série de 3 webinaires et je vous donnerai un peu plus d'infos à la fin de la session sur les prochains épisodes. Alors pour cette première session, l'idée c'était de revenir justement sur un de ces premiers éléments révélateurs, un élément qui a été fondamental au début de la gestion de la crise, c'est l'usage d'un certain discours qui repose sur la métaphore guerrière. Ça a été notamment celui du président Emmanuel Macron lors de son allocution du 16 mars 2020 et qui nous place en tant que société, en tant qu'humains, dans une posture assez particulière. Ce sont effectivement pas que des mots. Les discours ont leur importance, à la fois parce qu'ils révèlent la façon dont on voit le monde, mais ça a aussi un impact réel en fait, sur la façon dont on peut se comporter et la façon dont on construit nos systèmes. On voit bien face à l'ennemi Covid-19 que la recherche scientifique, tout comme le secteur de la santé a été, si je file la métaphore, mobilisé, qu'il se trouve actuellement sur le pied de guerre, qu'il est sommé de s'activer pour produire des connaissances scientifiques et surtout des solutions le plus rapidement possible au vu de l'urgence. Et dans cette première session, on a eu envie avec vous, dans un premier temps, de s'arrêter sur ce discours, d'essayer de le déconstruire, de l'explorer, voir ce qu'il dit en fait de notre relation aux microbes, au virus, aux vivants en général, ce qu'il dit aussi de notre imaginaire collectif et quelles conséquences ça a et qu'on peut observer dans cette crise. On parlera également des moyens qu'on peut mettre en œuvre pour repenser cette relation aux microbes, davantage sur le mode de la coexistence et on verra ça avec nos 2 intervenantes que je suis vraiment ravie d'accueillir et de réunir pour cette première session, donc Frédéric Haït-Toiti et Marie-Sarah Adeni. Frédéric Haït-Toiti, vous êtes historienne des sciences, chargée de recherche au CNRS. Vos travaux portent sur les rapports entre littérature, art et savoir, et vous êtes aussi metteur en scène de théâtre, autant d'activités qu'on va avoir le plaisir de découvrir lors de notre échange. Et à vos côtés, Marie-Sarah Adeni. Vous êtes designer, biologiste de formation. Vous avez cofondé Pili, qui est une entreprise de biotechnologie qui développe des colorants renouvelables à partir de fermentation de micro-organismes en alternative aux colorants pétrochimiques. Et vous enseignez également les sciences du vivant dans des écoles d'art et de design. D'abord, merci beaucoup à vous 2 d'avoir accepté de participer à la session. Pour vous donner un peu la façon dont on va dérouler la session, on va commencer par une discussion avec Marie-Sarah et Frédéric de 30
30-40 minutes environ. Mais l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions, échanger aussi avec les intervenantes. Donc, on aura aussi un temps de 20 à 30 minutes à la suite de l'échange où je poserai vos questions à Marie-Sarah et Frédéric. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme Sylvia vous l'a dit, à sur le chat directement poser vos questions au fil de l'échange et on pourra y répondre ensuite. Alors, pour commencer, je vais poser ma première question à Frédéric. Frédéric, vous avez écrit pour le média AOC en mars un article sur l'ouvrage de Bruno Latour, qui est un sociologue des sciences, un ouvrage intitulé « Les microbes » publié en 1984. Et vous montrez en fait dans cet article comment Bruno Latour a retracé l'histoire justement de cette métaphore guerrière pour trouver son origine dans le mouvement hygiéniste du 19e siècle. Et en quoi, en fait, le travail, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est en quoi le travail de Bruno Latour peut nous éclairer, en fait, sur les discours politiques actuels autour des crises sanitaires et du Covid. Merci Roxane. D'abord, bonjour à tous. Je suis un petit peu intimidée juste pour commencer d'avoir ce premier webinaire. Je n'ai jamais fait ça, mais voilà. J'espère que ce sera intéressant pour tous. Pour vous répondre, Roxane, donc moi, au tout début du confinement, j'avais eu envie effectivement de faire ce petit article et de relire le texte de Bruno Latour qui s'appelle « Les microbes, guerre et paix ». Le sous-titre « Guerre et paix » est important pour nous, évidemment. Alors, c'est un livre du jeune Latour, hein, parce que vous savez que Bruno Latour est beaucoup intervenu dans les médias aussi récemment sur des questions de comment politiquement penser l'après, etc. Mais moi, j'ai choisi de relire ce texte de 84, qui est assez passionnant pour un historien des sciences, parce que c'est un texte qui raconte l'un des grands épisodes de l'histoire des sciences. Donc, je vais vous en parler en quelques minutes, hein, très rapidement, mais c'est intéressant pour nous. Pourquoi ce texte est si important ? Déjà parce qu'il relie l'histoire de Pasteur sous l'angle de ces êtres nouveaux, les microbes, les êtres microscopiques, qui brusquement arrivent dans l'espace public et deviennent, si vous voulez, absolument essentiels pour comprendre les relations économiques, les relations politiques, etc. Donc, il fait l'histoire, non pas de Pasteur, le grand homme qui découvre tout seul, mais il fait l'histoire de l'arrivée sur la scène politique et économique de nouveaux acteurs que sont les microbes. Alors évidemment, avec ce que nous vivons aujourd'hui, j'avais trouvé ça intéressant de repartir de ce texte et de se dire, mais finalement, nous aussi aujourd'hui, on redécouvre, un petit peu comme à l'époque de Pasteur, que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il n'y a pas que des humains dans le monde et qu'il y a aussi, on le sait, mais on l'avait un petit peu oublié, des micro-organismes, donc des virus et des bactéries qui ont une action, qui ont un rôle absolument déterminant dans chacun de nos gestes. Alors, que fait Latour dans ce texte ? Eh bien, il nous parle, donc je vous disais, de guerre et paix. Donc là, c'est une référence à Tolstoï. Hein. Mais pourquoi il fait cette référence à Tolstoï ? Parce qu'en fait, quand on lit les textes de cette époque-là, c'est-à-dire on est dans les années 1870, 1880, fin du 19e siècle, eh bien, vous le savez, la France vient de perdre la guerre contre la Prusse. Donc, on est dans cet état d'esprit de guerrier, si vous voulez. Et quand on lit les textes de cette époque, la métaphore de la guerre et de la paix, enfin de la guerre surtout, est partout. Et moi, je trouve que par rapport à cette métaphore telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, c'est assez intéressant de revenir à ce qui s'est passé à cette période-là. Moi, j'avais envie de souligner le fait qu'aujourd'hui, cette métaphore est totalement anachronique. Hein. Elle est anachronique parce que, on en reparlera avec Marie-Sarah, il n'est pas réellement question d'une guerre contre les microbes. Mais à l'origine et au moment de l'histoire des sciences dont je vous parle, où on a découvert ces êtres-là, eh bien, on était plongé dans un état d'esprit guerrier et donc on a appliqué cette métaphore, si vous voulez, à ce qui se passait. Alors, par ailleurs, l'autre raison pour laquelle c'était important pour la science de cette époque de parler de guerre, c'est parce que c'était le moment où la microbiologie était en lien avec l'hygiénisme. Que faisait l'hygiénisme depuis un siècle déjà ? Les hygiénistes essayaient de comprendre comment limiter les maladies. Ils avaient bien compris qu'il y avait des problèmes d'hygiène, hein, c'est pour ça que tout le 19e siècle est parcouru par ces questions-là. Les gestes barrières, voilà. Mais ils ne savaient pas à quel endroit les microbes intervenaient. Et si vous voulez,
Pasteur et les pasteuriens a permis de donner, en découvrant l'action des micro-organismes, a permis de donner des points d'entrée. Donc, dans la bataille qui était menée, évidemment, d'être capable de savoir que les microbes entrent par les plaies, par les yeux, par les mains, par l'eau, etc., ça donnait des armes, brusquement, à l'hygiénisme. Et donc, ça a donné un poids énorme aux découvertes de Pasteur et de Koch en Allemagne, par exemple. Voilà, donc simplement se replacer un petit peu dans ce cadre-là pour comprendre pourquoi on a longtemps et depuis toujours fait ce lien entre lutte contre les microbes et guerre. Mais le message que je voulais quand même dire aujourd'hui, c'est que cette métaphore-là, elle est un petit peu dépassée et il est important de comprendre et de comprendre vraiment à quoi on a affaire pour sortir un petit peu de cet imaginaire-là guerrier. Ok, merci beaucoup Frédéric. Je vais maintenant me tourner, façon de parler, vers Marie-Sarah, qui vous avez un parcours en fait de biologiste et vous êtes aussi passionnée de microbes et on trouvait ça intéressant de croiser les deux points de vue entre l'historienne des sciences et puis vous qui avez plutôt un parcours biologiste et passionné de microbes. Et finalement, au cours de votre parcours, quelle vision des microbes vous avez développée et comment vous pensez notre relation avec ces fameux microbes? D'abord, bonjour tout le monde. Et moi, je suis ravie de pouvoir avoir cette conversation avec vous et puis en particulier avec Frédéric, dont j'aime beaucoup le travail. Alors, déjà, le mot microbe, en fait, en soi, il ne contient pas forcément de charge négative. Ça veut simplement dire, étymologiquement, petite vie. Mais c'est assez drôle de voir qu'en français, parce que le moment où on a nommé en fait les microbes, ça correspondait au moment dont parlait Frédéric sur la découverte aussi de leur action. En fait, il y a eu cette espèce de connotation négative qui a été tout de suite associée en fait au mot microbe, alors qu'en anglais, ce n'est pas du tout le cas. Donc nous, on va plutôt utiliser le terme générique de micro-organisme en français. Et donc, sous le terme microbe, on retrouve plein d'êtres vivants très, très, très variés qui ont tous la spécificité d'être invisibles à l'œil nu. Il y a aussi bien des bactéries, des archées, des amibes, des protozoaires, des levures, donc des champignons unicellulaires, et puis aussi des virus. Et ils sont très, très, très nombreux. C'est-à-dire qu'en termes d'espèces, c'est l'écrasante majorité du vivant qui est en fait microscopique. Et ce qui est intéressant, par exemple, à avoir en tête, c'est qu'il y a plus d'espèces de microbes sur Terre que d'étoiles dans la galaxie. Il y a environ 1000 milliards d'espèces de micro-organismes. Et on parle juste d'espèces. C'est-à-dire que si en plus on parle des individus, et pour ne prendre que les virus, on estime qu'il y a environ un quintillion de virus. C'est-à-dire 10 puissance 30. Ça fait quand même 30 zéros derrière 1. Et malgré ça, franchement, vu leur nombre, ça ne se passe pas trop mal entre nous. Mais il y a cet amalgame, alors que dans l'immense majorité des cas, en fait, les microbes font leur vie sans que ça interfère avec la nôtre. Dans quelques cas, ils sont bénéfiques, voire essentiels, et on va en reparler. Et puis, dans quelques très, très, très rares cas, en fait, leur existence nuit à la nôtre. Ça ne veut pas dire que c'est des ennemis, ça veut simplement dire que leur vie, leur mode d'existence interfère et parfois très gravement en fait avec la nôtre. Mais c'est une infime minorité. C'est-à-dire que sur des milliards de virus, en fait, il n'y en a qu'une petite centaine qui est pathogène pour l'humain. Et la preuve que ce n'est pas un problème, c'est que dans une goutte d'eau de mer, il y a environ 1 million de virus. Donc, je ne vous raconte même pas quand vous buvez la tasse. Et pourtant, ça se passe pas trop mal, quoi. Donc, on a cet amalgame parce qu'en fait, finalement, les virus, on en prend conscience que quand on tombe malade, quoi. C'est le seul moment où ils se manifestent à nous. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant aussi d'essayer de faire l'effort maintenant qu'on a toutes ces connaissances sur eux et sur leur présence et sur nos relations. Alors peut-être pas voilà, l'idée c'est que c'est sûr on va pas célébrer les microbes et les remercier des services rendus, mais c'est presque ça qu'il faudrait faire en réalité. Alors qu'est-ce que ça représente ces relations en fait?
D'abord, qu'on le veuille ou non, on a des relations extrêmement nombreuses et extrêmement intimes en fait, avec plein de types de microbes. Chaque être vivant a son escorte de microbes, qu'on appelle son microbiote. Et à tel point, par exemple, nous, on est carrément à moitié microbien, on a moitié de cellules humaines et autant de cellules microbiennes. Qu'on finit par, même en biologie, ça a fait carrément exploser le dogme de l'individu unique, et maintenant on parle d'holobionte. C'est-à-dire que chaque être, en fait, c'est un hôte, et puis son escorte de microbes. Donc moi, la plante, la mouche qui vole, on est tous des holobiontes, on est tous à la fois un être, et puis cette espèce d'essaim de microbes qui est sur nous, en nous, et même si on prend les virus, parce que c'est aussi le sujet, on est un tout petit peu des virus. En tout cas, 8% de notre ADN est d'origine virale. Donc franchement, on peut dire qu'on est des chimères, ou tout du moins qu'on est des écosystèmes. Et du coup, ça change aussi un peu la manière de voir les choses. C'est mon écosystème qui interagit avec, qui s'interpénètre avec l'écosystème d'une plante, d'un animal, etc. Et alors, si on se rapproche, cet essaim de microbes, il a en plus une signature qui est différente entre tous les individus. Frédéric et moi, on n'a pas le même microbiote, mais en plus, dans notre corps, si on pouvait, par une sorte d'artifice, voir les différents microbes qui sont en nous, on verrait qu'ils sont très très différents en fait en fonction des régions du corps. Il y a des microbes qui aiment bien l'oxygène, d'autres au contraire qui ne peuvent pas, donc ils sont à l'intérieur, ou l'acidité, etc. Donc ils ont chacun, on va dire même des niches écologiques en fait, des espèces de milieux dans lesquels on les retrouve. Alors évidemment, on a le microbiote cutané, avec là des bactéries qui vont se nourrir de sébum, de cellules mortes, et qui vont produire des substances qui vont nous protéger contre les pathogènes. On a le microbiote intestinal qui va nous aider à digérer, mais qui va aussi interagir, aider par exemple à la maturité du système immunitaire. On a un microbiote absolument partout, dans la bouche, dans les yeux, dans le nez, dans le vagin, qui est très très important. Notamment au moment de la naissance, on passe d'un moment stérile où on n'a pas du tout de microbes, en fait, à un bain de microbes qui va nous accompagner et aussi définir l'empreinte microbienne qu'on va avoir tout au long de notre vie. Et puis alors il y a même le microbiote en fait sous les aisselles, entre les doigts de pied, etc., qui donne une signature là, une odeur. Donc c'est pas notre transpiration en soi qui a une odeur, c'est vraiment ce que le microbe fait avec tout ce qui sort par les pores de la peau. Donc c'est un mix un peu entre les aliments et puis ce que les bactéries en font en fait. Donc pareil, en fait, l'odeur d'une fleur, c'est produit par son microbiote. Et pour revenir un petit peu au virus, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur les microbes, mais en fait, les virus, il faut le voir vraiment comme un des grands moteurs de l'évolution. Donc, quand vous voyez l'arbre phylogénétique, je ne sais pas si vous avez ça un peu en tête. Alors, malheureusement, en plus, la métaphore de l'arbre est vraiment pas juste, mais bon, disons qu'on va la prendre pour juste ça. En fait, il faut imaginer que cet arbre, il a été taillé, façonné, greffé par les virus, par les bactéries aussi, mais surtout par les virus. Et pour expliquer ça, il faut revenir à leur mode opératoire, leur manière de vivre. En fait, c'est des parasites qui ne sont pas capables donc de se reproduire. C'est pour ça qu'ils nous contaminent. Ils viennent en fait à l'intérieur des cellules pour emprunter notre machinerie cellulaire et pour eux, en fait, faire des copies d'eux-mêmes. Et puis après, ils sortent de la cellule et c'est au moment où ils bourgeonnent, ils sortent de la membrane qu'en fait, la cellule meurt. C'est à ce moment-là. Ce n'est pas du tout une volonté de leur part. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Un virus, parfois, il a laissé des petits morceaux de son ADN dans notre cellule, négligemment, quoi. Et parfois, en fait, il a aussi pris des morceaux d'ADN qu'il a mis dans sa petite capsule. Et l'individu d'après, qui peut même être d'ailleurs une autre espèce, en fait, va potentiellement se retrouver avec ces morceaux d'ADN-là. Et si cet ADN-là se retrouve dans les cellules reproductrices, les générations d'après vont aussi hériter en fait de cet ADN qui peut venir d'une toute autre espèce.
Alors, la plupart du temps, ça peut causer la mort, d'avoir un morceau d'ADN qui s'intercale dans notre génome n'importe comment. Ça peut aussi avoir juste aucun avantage, mais pas de désavantage, et peut-être qu'un jour, ça servira. Et puis, ça peut aussi donner un avantage vraiment à un individu. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un avantage, on a plus accès en fait à la reproduction, et donc cet avantage, il va se répandre et ça peut même créer en fait un nouvel embranchement, une nouvelle espèce. Donc c'est le cas par exemple des placentaires. Nous, on fait partie des placentaires, on ne fait pas une coquille, on fait bien un placenta, et ça, c'est un savoir-faire qui est hérité des virus. C'est un virus qui nous a légué ça à un moment donné, un de ces nombreux braquages, passages. Et donc, à chaque fois qu'une femme est enceinte, en fait, elle met en pratique le savoir-faire, la recette de ces virus. Voilà, et donc peut-être juste une dernière chose à dire là-dessus, c'est que, du coup, ce qui est hyper beau, c'est aussi de se figurer le fait que tous ces milliards de virus, qui ont chacun des tout petits bouts d'ADN de plein d'espèces différentes, en fait, on estime que en fait, c'est la moitié des gènes du vivant qui se baladent à travers les virus. Donc c'est vraiment comme une espèce d'archive extraordinaire, quoi, de mémoire externe pour le vivant aussi. Voilà, je pose parce que il y a plein de choses sur les virus, mais c'est vraiment pas juste ce qu'on croit, et on leur doit vraiment beaucoup. Merci beaucoup Marie-Sarah pour cet éclairage qui nous permet en effet de reconsidérer déjà pas mal notre relation aux microbes et plus spécifiquement aux virus. Dans le même esprit, Frédéric, dans votre article, vous avez cette phrase « Les microbes sont des acteurs qui obligent à recomposer la société différemment, à sortir de la seule relation entre humains et à faire place à ces invisibles qui dévient systématiquement les trajectoires que l'on croyait simples. » Et cette phrase, en tout cas quand je l'ai lue, pour moi ça a fait écho à toute une partie des discours actuels dans les tribunes, dans la presse, où beaucoup pensent que la crise sanitaire du Covid-19 va permettre une prise de conscience accélérée de notre interdépendance avec le vivant. Et effectivement, comment est-ce que le Covid-19, la crise actuelle, pourrait en effet chambouler toutes ces représentations autour des microbes et peut-être même nous permettre de commencer à recomposer nos imaginaires autour des microbes? Oui, alors il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. D'abord, pour rebondir sur ce que disait Marie-Sarah, ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point on a pendant très longtemps ignoré ce qu'on ne voyait pas et à quel point finalement notre monde était à échelle humaine et uniquement à échelle humaine. Donc déjà, il y a une des choses qui nous passionne toutes les deux, c'est ce qu'on pourrait appeler l'histoire des invisibles, en fait. L'idée qu'on a progressivement, à partir du XVIIe siècle, on s'est un petit peu intéressé grâce aux nouveaux outils, on s'est intéressé aux êtres qu'on ne voyait pas et on les a vus émerger et petit à petit on a compris leur fonctionnement et ce que disait Marie-Sarah est essentiel. Donc, au 19e on comprend leur rôle dans les maladies et puis là on comprend depuis une trentaine, quarantaine d'années en biologie contemporaine, on comprend leur rôle essentiel, pas que pour la mort mais pour la vie et pour tout ce qu'on est, etc. Donc ça c'est une première chose effectivement. Cette idée que la science, au sens fort, qui est comment dire, c'est-à-dire ce savoir des autres êtres, c'est-à-dire cette capacité à peupler le monde d'autres choses que des humains. C'est une drôle de définition de la science, mais acceptons-la pour aujourd'hui. Qu'est-ce que fait la science en fait? Elle n'arrête pas de repeupler le monde, de dire ah mais il y a aussi ça, il y a aussi ça, il y a aussi ces êtres-là, voilà. En tout cas, c'est une des fonctions de la science. Et donc cette science-là, non seulement elle permet de voir le monde de façon plus fine, mais surtout elle nous oblige à prendre en compte, à prendre sérieusement en compte ces autres êtres. Et pas simplement parce qu'ils nous nuisent. Alors bien sûr, c'est souvent, comme le disait Marie-Sarah, c'est par là qu'on s'intéresse à eux. On s'intéresse à eux parce qu'il nous faut mourir, parce qu'ils nous empêchent de vivre comme en ce moment. Voilà, donc brusquement, il y a un effet de projecteur. Mais finalement, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus nécessaires que dangereux. Et ça, c'est assez intéressant aussi de se dire, de profiter de ce temps terrible que nous traversons
pour s'interroger sur toutes les interactions en fait entre les humains et les autres êtres. Donc oui, les invisibles brusquement prennent de l'importance, mais effectivement, ça serait dommage de s'arrêter là en quelque sorte. Et alors, moi, je ne suis pas tellement favorable à toutes ces prévisions et je n'ai aucune idée de ce qui va nous arriver, de comment on va recomposer la société. Ce qui est certain, c'est que les questions qui sont posées aujourd'hui, que les microbes en quelque sorte, que le virus, que le coronavirus nous oblige à nous poser, sont des questions absolument essentielles et notamment, je suis d'accord avec ce que tu disais Roxane, nous oblige à repenser notre rapport au monde vivant. Non pas sur un mode simplement de la guerre, hein, c'est pour ça que c'est important de sortir de là, mais sur un mode des associations. En fait, on se rend compte qu'on est absolument dépendant du vivant pour chacune de nos actions et que si on est coupé brusquement de ces relations-là, on dépérit. Donc ça serait un usage un peu paradoxal de la crise, en quelque sorte, qu'il faudrait avoir. Hein. Se rendre compte que nous ne sommes que une petite partie de cet énorme réseau d'êtres qui sont en interdépendance totale. Donc ça, c'est des choses, si vous voulez, que la biologie nous dit depuis des années, mais qu'on n'entend pas. On n'entend pas parce qu'on est pris dans cette espèce de rythme humain, totalement humain, où les interactions, on les a entre nous, en gros, et avec nos machines, et à l'échelle macroscopique humaine. Mais là, évidemment, on est obligé de se dire, mais l'être le plus minuscule du monde, enfin, c'est pas un être d'ailleurs, on pourra en parler avec Marie-Sarah, c'est pas vraiment un être vivant, il est semi-vivant, il est très étrange, c'est des petits bouts d'ADN ou d'ARN qui se baladent, eh bien, il est capable de complètement remettre en cause notre société, notre puissance. Et donc là, il y a une espèce d'effet comme ça, évidemment, d'humilité immense. Voilà, donc si on peut prendre ce temps pour se dire finalement, on dépend pour notre mort, mais aussi pour notre vie, de tous ces êtres-là, évidemment, ce serait un tout petit bénéfice, enfin un énorme bénéfice de cette crise que nous traversons, qui par ailleurs n'est que négative. Enfin, pour moi, il ne s'agit pas d'essayer de rendre positive ce qui n'est pas, mais de profiter d'un arrêt de monde pour regarder autrement les autres êtres, et notamment les interdépendances dans le monde vivant. On a bien compris effectivement la nécessité de sortir de cette métaphore guerrière, justement pour faire ce travail de recomposition. Mais pourtant, force est de constater que les microbes sont beaucoup associés en fait à des imaginaires de guerre, à l'imaginaire en fait des monstres. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur effectivement tous ces imaginaires de la guerre et des monstres qui perdurent en fait autour des microbes et qui empêchent peut-être ce travail de recomposition? Oui, bah là, je peux dire deux mots en historienne des sciences. Pour le coup, moi, l'un des auteurs auquel je me suis beaucoup intéressée s'appelle Robert Hooke, H2OKE. Et je vous invite tous à googler, quand vous aurez le temps, ce Robert Hooke. Vous verrez, c'est le tout début de la microscopie, de la micrographie. C'est absolument passionnant. C'est un scientifique anglais du milieu du XVIIe siècle qui n'a pas inventé, mais est l'un des premiers à avoir utilisé le microscope. Et sur cette idée des monstres, évidemment, c'est assez passionnant parce qu'en fait, il découvre les êtres minuscules. Alors, il ne découvre pas encore les microbes, lui, les microscopes ne sont pas assez puissants. Il découvre ce qu'on pourrait nommer un infravisible. Il découvre la structure d'une puce, d'un pouls, il commence à voir les premières cellules du liège. Enfin voilà, il regarde de très près les insectes, les moisissures, il découvre des choses extraordinaires. Et le débat est déjà là au XVIIe siècle. Est-ce que ce sont des monstres ou est-ce que ce sont des merveilles? Et en fait, si vous allez voir ces dessins, parce qu'il dessine et fait des gravures extraordinaires de ce qu'il voit à travers son microscope, eh bien, on oscille. C'est en un sens absolument monstrueux, parce que c'est d'énormes poux, d'énormes têtes de mouches, et en même temps, c'est absolument sublime, puisqu'il donne à voir déjà l'extraordinaire précision
détail de ces êtres minuscules. Donc cette espèce d'ambivalence entre c'est un monstre et c'est une merveille, je trouve qu'on est encore dedans, et en quelque sorte elle a une histoire longue, et puis on pourrait faire l'histoire aussi de tous ces films, de toutes ces pièces de théâtre qui ont mis en scène des êtres minuscules terriblement agrandis. Sur les araignées, on connaît tout ça, mais en fait, on pourrait faire la même chose avec les virus et les bactéries. Donc évidemment, on a beaucoup de mal à sortir de cette ambivalence, et il me semble que c'est essentiel d'écouter des gens comme Marie-Sarah nous raconter les merveilles et pas seulement les monstruosités. Donc Marie-Sarah, à toi. Non, mais juste par rapport à ce que tu dis sur les monstres, effectivement, et c'est passionnant tout ce que tu racontes sur Hook, et sur ce moment aussi où quand on a découvert t'en parlais l'autre fois, les micro-organismes, c'est vrai qu'en fait, on les a appelés les animalcules et on les a représentés de manière monstrueuse. Il y a cette image qu'on aime beaucoup toutes les deux, je ne sais pas comment on pourrait vous la faire passer, où on voit une Anglaise qui jette sa tasse de thé parce qu'elle a mis l'œil dans un microscope et qu'elle voit l'eau de la Tamise et qu'en fait, elle croit voir surgir en fait, tout un tas de monstres. Et j'ai l'impression aussi que, en fait, dans les imaginaires, les microbes, maintenant, ils sont un peu passés des monstres aux armes. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, on ne les représente pas comme des créatures épouvantables, mais par contre, l'idée qu'on se fait des microbes, je trouve, converge quand même vers cette image du virus du virus typiquement du SARS-CoV-2, qui est une espèce de virus qui possède plein de petites protubérances sur sa membrane, et on dirait presque une sorte d'arme médiévale, en fait. Il y a un petit côté presque... il y a un côté, oui, couronne d'épines, quoi. Et donc, je sais pas, quoi, si le virus ressemble à une arme, c'est comme s'il convoquait de lui-même, quoi, presque l'imaginaire de la guerre et du combat. Et je me demande en fait je me demande ce qu'il y a là à cet endroit en fait, pourquoi les choses se précipitent de cette manière. Et d'ailleurs, il y a une petite expérience que vous pouvez faire et sûrement que vous avez faite, qui est d'autant plus frappante maintenant. Ça m'énervait déjà avant, mais alors là, c'est vraiment très 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 énervant. C'est d'utiliser les emojis. Et donc, si vous tapez virus ou bactérie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le même emoji qui sort. Ce qui est extrêmement grossier, parce que je veux dire, un virus est bien plus différent d'une bactérie que nous d'une aubergine, quoi. C'est vraiment, c'est quand même un espèce d'amalgame terrible. Et puis, surtout, alors en plus, vous pouvez y aller. Les virus et les bactéries, cette image commune, du coup, ne se trouve même pas dans les êtres vivants. Il faut aller du côté des armes, en fait. C'est ça qui est encore plus intéressant. C'est qu'il y a une bombe prête à exploser, il y a des couteaux, etc., etc. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils ont placé cet être vivant pas du tout dans la partie être vivant des emojis. Et même, ça va plus loin parce que je me suis dit, mais pourquoi, en fait... Alors, de temps en temps, on a un virus qui sort pour virus et bactéries, et de temps en temps, ça se transforme en bactéries. Et en fait, en fonction des entreprises, ils ne se sont pas mis d'accord sur la même image moyenne. C'est-à-dire que pour Apple, le microbe, c'est l'image d'un virus. Et pour Microsoft ou Samsung, etc., c'est l'image d'une bactérie. Vous irez voir, c'est hyper... c'est quelque chose que je trouve, en fait, pas si anecdotique, c'est-à-dire que en fait, je pense que nos imaginaires, ils sont vraiment travaillés en profondeur par ces espèces de moyennes, de simplification, d'espèces de Moyen-Âge. Et il y a autre chose que je trouve intéressant dans l'imaginaire de la guerre, c'est aussi l'imaginaire de la défense. Et là, on voit apparaître, par exemple, chez les Japonais, des espèces de figures d'esprit japonais qui existaient en fait déjà lors d'épidémies passées, qui sont des sortes d'antivirus. Ils appellent ça des amabi. Et en fait, ils se racontent tout un tas de choses autour de ces esprits qui sont censés protéger des virus. Et c'est intéressant aussi de voir en fait comment là les imaginaires sont un peu remixés entre des croyances, des connaissances scientifiques, etc. Je trouve que c'est assez intéressant, quoi.
Et en même temps, ce qui peut sembler paradoxal, c'est à la fois effectivement cette tendance à représenter de façon monstrueuse, et justement à travers l'iconographie de la guerre, les microbes, et puis aussi une certaine tendance à les anthropomorphiser. Dans nos échanges avant, vous expliquiez, Marie-Tara, que on vous invite souvent, dans le cadre de votre activité professionnelle chez Pili, en fait, sur les notions de repos des bactéries et de liberté. Et finalement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver un juste milieu entre ces deux tendances pour repenser notre relation aux microbes? Oui, alors c'est vrai que pour en arriver là, en fait, peut-être repartir de la question de l'anthropomorphisme, parce que du coup, effectivement, on peut passer du mépris à, au contraire, projeter sur ces formes de vie, enfin, ces êtres vivants, des désirs, des facultés, des choses qu'ils n'ont pas forcément. Et pour ça, en tout cas, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dire qu'il y a deux types de relations qui sont sujettes à ça. Donc, il y a d'une part soi-même et en interaction avec une autre personne et qui met en jeu notre microbiote, et des relations entre guillemets de travail, celles que tu évoques du coup, Roxane, qui sont vraiment des partenariats entre le biologiste en fait et le microbe. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que, alors moi, je ne travaille pas quotidiennement avec les bactéries, donc il faudrait demander chez Pili aux biologistes, en fait, quel type de relation, quel type de lien, d'imaginaire se mettent en place. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui doit être posé sur cet invisible avec lequel on travaille. Mais en fait, clairement, les bactéries ne vont ni être des ennemis ni des amis, mais plutôt des êtres avec lesquels on va avoir des intérêts communs, en fait. Et au laboratoire, c'est particulièrement vrai. Je ne sais pas du coup ce que tu en penses, Frédéric, et ce que peut-être Bruno Latour aussi en a dit par rapport au laboratoire, mais j'ai l'impression qu'être biologiste, quand on travaille avec de l'invisible, c'est aussi passer un temps énorme à chercher des intérêts communs et en fait à faire converger ce terrain d'entente. Donc nous, par exemple, chez Pili, pour les biologistes, leur intérêt, c'est de produire des couleurs proprement. Et la question, donc, c'est qu'est-ce que veut une bactérie? Et donc là, clairement, c'est vrai que je peux avoir cette question des congés payés, d'autres choses. Enfin, non, pas exactement ça. Là, j'exagère, mais on peut vraiment parfois me demander, mais est-ce qu'une bactérie a le temps de se reposer? Donc là, c'est drôle, c'est méconnaître complètement le fait que déjà, elle vit 20 minutes. Enfin, même ça, c'est bizarre de dire ça, parce qu'en fait, une bactérie, comme elle se reproduit par clonage, elle est exactement la même. Donc, d'une certaine manière, elle est quasiment immortelle. Donc, soit elle est immortelle, soit en tout cas, le temps de génération, c'est 20 minutes. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a une très belle phrase de Henri Michaud qui dit « Le microbe n'a pas le temps d'examiner le biologiste » et qui résume un petit peu cette espèce de problème de focale, quoi. Et donc, qu'est-ce que veut une bactérie? On n'en sait rien, en fait. On n'a pas de moyen de le savoir. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la vie veut la vie. Donc, une bactérie, en fait, elle va rechercher les nutriments, la température idéale, l'oxygénation ou pas, qui lui permettent de se reproduire. Ça, on en est certain. Oui. Donc, un biologiste, en fait, il doit chercher comment rendre la vie possible à un micro-organisme tout en l'amenant à faire des choses qui l'intéressent. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'en pensent les biologistes et Pili, mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et donc, c'est presque comme arriver à faire sauter un cheval par-dessus une haie. Sauf qu'ici, en fait, ce que je trouve splendide, c'est que ça se passe dans l'invisible. Donc, il ne s'agit pas de faire sauter quoi que ce soit par-dessus une haie, mais l'exploit, ça va être de fabriquer ce jaune-là, par exemple. Et puis, ça peut aller plus loin parce qu'à un moment, par exemple, on a décidé de changer la recette pour rendre notre procédé encore plus écologique. Et donc, au lieu de leur donner du sucre parmi tous les nutriments, on leur a donné des déchets organiques dans lesquels il reste des choses à prendre pour elles. Ça aurait pu ne pas passer, elles auraient pu refuser en fait cette offre et en fait ça s'est très bien passé. Et là, moi j'ai l'impression
qu'on était presque comme à la table des négociations et qu'il y a un espèce d'accord qui a été passé. Et que, voilà, donc voilà ce que je pourrais dire autour de ça, mais je pense que ce serait beaucoup plus intéressant d'avoir l'avis de ceux qui travaillent, de celles et ceux qui travaillent vraiment avec les bactéries tous les jours. Merci beaucoup Marie-Sarah. Alors j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions des participants. Alors une dernière question qui permet de répondre en partie aux questions. On avait une première question effectivement. Comment mieux se rendre compte des apports positifs de ces êtres invisibles? Est-ce que le design peut nous y aider? Une autre question, si l'imaginaire guerrier est dépassé, vers quel imaginaire plus actuel se tourner? Et donc, ma dernière question permet de répondre à ces questions également, c'est qu'effectivement, si on peut profiter de la crise actuelle pour repenser notre relation aux microbes, comment est-ce qu'on peut le faire concrètement? Est-ce que ça doit passer, par exemple, par davantage de vulgarisation scientifique auprès des citoyens sur les microbes? Et est-ce que d'autres approches sont aussi possibles? Vas-y Frédéric, parce qu'avec le théâtre, ouais. là, il y a plein de choses Ouais, à je peux commencer et puis tu compléteras largement. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la biologie contemporaine. Par contre, depuis quelques années, je me passionne pour une femme qui est malheureusement décédée, qui s'appelle Lynn Margulis, qui est une grande biologiste américaine, qui a fait toute sa carrière dans les années 60, 70, 80, qui est décédée, je crois, en 2003 ou 2011, j'ai un trou brusquement. En tout cas, pourquoi je vous parle de Margulis? Parce qu'elle fait partie des gens qui ont profondément modifié notre façon de penser les micro-organismes, de penser les microbes, de penser, elle étudiait surtout les bactéries. Et il me semble que de se plonger dans des œuvres comme la sienne serait une manière de nous intéresser un petit peu plus tous à ce qu'elle fabrique. Donc Margulis, par exemple, disait Bacteria run the show. Les bactéries font le spectacle. Mais quand elle disait run the show, elle voulait dire les bactéries font notre monde. Les bactéries sont les êtres les plus extraordinaires. Il y a beaucoup de vidéos d'elle d'ailleurs sur Internet, là c'est pareil, vous pouvez aller voir. Elle décrit les bactéries comme les êtres les plus puissants. Les bactéries ont tout inventé d'après elle. Elles ont inventé la photosynthèse évidemment, elles ont même inventé les premières cellules vivantes, enfin elles montrent qu'elles ont eu un rôle absolument essentiel dans l'évolution. Que finalement, nous, on est des espèces de montagnes de bactéries. Enfin, et en fait, quand on écoute Margulis, et encore une fois, je parle là de façon tout à fait ignorante, hein, mais j'ai découvert ça il y a quelques années, ça bouleverse complètement nos cadres. On ne pense plus de la même manière. Comme le disait tout à l'heure Marie-Sarah, on devient des holobiontes, c'est-à-dire des êtres qui sont des chimères, qui sont des mélanges. On est des mélanges de différentes étapes, de différents états bactériels. On a des ancestralités animales, comme dit par exemple le philosophe Baptiste Morisot. Enfin, on est fait, nous, de toutes ces étapes de l'évolution et surtout, donc ça c'est au niveau historique, mais surtout, on est encore totalement dépendant de toutes ces étapes-là. Donc, Comment sortir de la métaphore guerrière? Eh bien, simplement en parlant. Alors, moi, je ne suis pas tellement pour la vulgarisation. Moi, ce qui me passionne plutôt, c'est de voir à l'intérieur même des sciences contemporaines, à quel point c'est bourré de choses merveilleuses. Donc, quand on écoute Marie-Sarah, quand on écoute Lynn Margulis, il n'y a pas besoin de vulgariser. C'est-à-dire que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut changer de logiciel et brusquement se rendre compte que le vivant n'est fait que de relations, d'interactions, d'interdépendances. Et quand on accepte ce nouveau logiciel-là, en fait, on ne peut plus penser l'agriculture sans penser, par exemple, la biodiversité. On ne peut plus faire toutes ces petites catégories qu'on a faites. Et alors évidemment, les bactéries, les micro-organismes demandent d'être mieux connus. L'une des choses, moi, que j'ai faites récemment, et je ne dirais pas vraiment que c'est de la vulgarisation, c'est de mettre en scène Bruno Latour lui-même dans une conférence performance qui s'appelle Moving Earth, dans laquelle il raconte la découverte du concept de Gaïa par Lovelock et Margulis.
Et il y a un moment où on essaye, avec les moyens du théâtre, de plonger dans cet infiniment petit et de nous raconter l'histoire du monde, l'histoire du vivant, comme Margulis nous la raconte, c'est-à-dire l'histoire longue en fait du développement du vivant. Et on se rend compte que tout a été fait pratiquement par ces micro-organismes et qu'on arrive vraiment, on le sait, qu'à la toute dernière seconde de l'histoire du vivant. Donc c'est une manière, si vous voulez, petit à petit, par le théâtre, par le cinéma, par les textes, de se remettre au bon endroit, en quelque sorte, à la bonne place, à la bonne échelle, dans cette chose-là. Et on n'est plus du tout, dans cette conception-là, on n'est plus du tout au sommet, par exemple. L'ancienne vision de l'évolution avec l'homme au sommet est totalement, si vous voulez, effritée si on commence à regarder l'histoire du vivant par l'intermédiaire des bactéries. Mais Marie-Sarah, tu es beaucoup plus au courant que moi de ces derniers développements. Non, mais moi, je suis totalement alignée avec ce que tu dis, Frédéric, là-dessus, et sur le fait que, à mon avis, vulgariser, c'est pas du tout ça qui nous manque. Ce qui nous manque, c'est justement quelque part d'entrer en résonance avec ça, ces histoires qui sont tellement belles, et donc les raconter, faire du théâtre comme ce que tu fais, c'est à mon avis ça qu'il faut faire. Et effectivement, je pense qu'il y a en fait vraiment, si guerre il y a, elle est sur le terrain des imaginaires. Et donc, ça veut dire que c'est là qu'il faut vraiment se battre. Et effectivement, les animaux, on s'est beaucoup intéressé à eux, les végétaux plus récemment, un peu plus, mais on est très, très en retard sur les êtres qui peuplent l'invisible, qui sont vraiment les grands absents de la conversation, même dans la crise climatique. Même beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses sur tout ça ne citent pas les microbes qui sont les acteurs principaux de tous les cycles, de tout ce qui se passe et qui peuvent totalement chambouler les choses dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça va être des partenaires hyper importants à prendre en compte. Et donc, au niveau, en tout cas, des imaginaires, nous, à notre petite échelle, en fait, chez Pili, on a décidé de lancer un concours dans les prochaines semaines sur les imaginaires liés aux microbes. Parce que justement, on ne veut pas livrer une vision qui est figée, qui est descendante de ce qui se passe, mais on a plus envie de prendre un peu l'empreinte des imaginaires, passer par le filtre d'artistes et de voir en fait tous ces mondes inconnus raconter et magnifier un peu et prendre un peu la température de où est-ce qu'on en est avec ces imaginaires. Et l'idée, c'est que les illustrations qui seront retenues seront sérigraphiées avec de l'encre produite par les bactéries, comme si en fait les bactéries avaient pu se raconter en fait à travers ces images et à travers ces illustrations qui seront faites. Et typiquement, nous, on fait ça alors qu'on est une entreprise effectivement qui est de biotechnologie. Ça n'a effectivement rien à voir, mais je pense qu'on est tous conscients, et ça c'est quelque chose qui me rend vraiment fière chez Pili, c'est qu'on comprend que ce qu'on fait, c'est une toute petite partie, une nécessaire partie de la question, le problème de la production, comment faire en sorte de le faire sans polluer. Mais c'est une toute petite partie de la question. Il y a aussi combien on produit, comment on consomme, comment on recycle, etc., comment on prend soin. Et donc, tout ça, ça dépend absolument pas de nous, mais ça va dépendre aussi de comment tous, on se met à comprendre, en fait, la beauté et la puissance de ces processus et d'en prendre soin, quelque part. Voilà. Je sais pas. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de temps pour des questions. Il nous reste un peu de temps pour les questions. Je vais lire le partage de Manu. Alors, qui est moins une question plus qu'une remarque, mais je la lis à voix haute pour que tout le monde en profite. La mention de l'objectif des biologistes d'avoir des intérêts communs, entre guillemets, avec les bactéries me paraît effacer certaines spécialités en microbiologie et en biologie. Ainsi, en travaillant pour trouver de nouvelles voies antimicrobiennes, on est dans la démarche inverse. On cherche finalement à s'opposer au développement des bactéries pathogènes. Cette nuance est importante dans le but de traiter, prévenir des maladies. Voilà, c'était juste pour souligner les différentes missions possibles. Juste pour dire qu'effectivement, là, je parlais de Pili et que évidemment, c'est des intérêts communs ou les intérêts divergents qui sont mis en lumière dans le laboratoire, et qui sont, bien sûr.
Et les deux autres questions qu'on vous a posées, en fait, à quel moment est-ce qu'on peut parler d'être vivant? C'est pas forcément clair pour la personne. Est-ce qu'on peut parler d'être vivant pour tous les micro-organismes, pour les virus? Donc, si c'était possible de préciser à ce niveau-là. Et une deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un nom spécifique pour les virus qui ont un impact négatif comme le Covid-19? Et est-ce que l'humain est confronté de plus en plus à des virus de ce type? Alors, je ne sais pas si vous avez une réponse à toutes les questions, mais si vous avez quelques éléments. Les virus, effectivement, il y a cette question, c'est un débat qui reste ouvert. Est-ce que c'est vivant ou pas? Est-ce que c'est une particule? Est-ce que c'est un être vivant? Les avis sont partagés là-dessus. Il y a même une troisième voie dans laquelle moi je m'inscris, qui est de penser qu'ils sont vivants de temps en temps, c'est-à-dire vivants quand ils sont à l'intérieur d'une cellule, et quand ils sont à l'extérieur, ils se comportent en fait comme une particule. Donc moi, je pense vraiment à eux comme un peu des sortes d'intermittents du vivant, quoi. Et il y a même certains chercheurs qui disent que le virus, c'est un micro-organisme transitoire. Je trouve ça hyper intéressant, quoi. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un être qui est vraiment transfrontalier, quoi. Il est ni totalement inerte, ni totalement vivant. Il est aussi transfrontalier parce qu'il franchit les membranes, parce qu'il passe d'un corps à un autre et même d'une espèce à l'autre. Ouais, ils ont cette spécificité-là. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose, Frédéric. Je ne sais plus quelle était votre question, mais... Non, mais c'est toi qui peux répondre à ces questions. C'est passionnant, l'idée que le virus est entre le vivant et le non-vivant. En tout cas, oui, l'autre question que je peux relayer, c'est est-ce qu'il y a un nom spécial pour les virus pathogènes? Ah oui. Alors non, en fait, je ne crois pas qu'il y ait une spécificité par rapport à ça. Mais par contre, ils ont chacun leur nom, virus pathogène ou pas pathogène. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant en ce moment, c'est que beaucoup de gens confondent le nom du virus et de la maladie. Donc on dit le Covid-19 pour le virus, mais en fait, c'est le nom de la maladie. Le virus, il s'appelle le SARS-CoV-2. Et c'est comme le sida, c'est le nom de la maladie, et le VIH, c'est le nom du virus, en fait. Et c'est quelque chose qui arrive hyper souvent. C'est un peu comme avec Frankenstein. Moi, avant de le lire, je pensais que Frankenstein, c'était la créature, en fait, alors que c'est son créateur, qui est peut-être un monstre d'ailleurs, mais ça, c'est un autre problème, quoi. Alors, est-ce qu'il nous reste des questions? Touk. Alors, on y a un peu répondu avec la référence à la culture japonaise. Y a-t-il des façons d'appréhender le microbe, la bactérie, le virus en fonction des cultures? J'imagine, oui. Et est-ce qu'on a une dernière question? Touk. Hop, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si quelqu'un a une dernière question, peut la mettre dans le chat. Sinon, moi, j'ai une petite remarque par rapport à cet imaginaire de la guerre aussi. S'il n'y a plus de questions. Ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est d'essayer de regarder en tout cas, s'il y a une guerre, elle est peut-être au niveau microscopique. Et je suis assez impressionnée en fait j'avais oublié l'histoire de ces orages, de ces tempêtes de cytokines qui sont des molécules en fait que notre système immunitaire va déverser en très très grande quantité et qui sont dans la plupart des cas en fait responsables de la mort en fait dans l'épidémie qu'on est en train de vivre. Et donc ça veut dire que c'est une réponse qui est générée par notre propre système immunitaire qui est trop forte en fait. Et donc voilà, je sais pas, c'est juste c'est pas directement le virus, bien sûr, c'est causé par le virus, mais c'est intéressant aussi de regarder à cette échelle microscopique qu'est-ce qui se passe en fait. Voilà, juste un orage de cytokines, c'est quand même beau, quoi. Et on a une dernière question. On arrive à la fin de la session, donc ce sera la dernière qu'on va prendre. Est-ce que finalement, il faudrait trouver un entre-deux entre la guerre aux microbes et les laisser exister pour qu'ils puissent eux-mêmes se réguler?
Peut-être je peux dire un mot pour Vas-y. finir avant de te laisser la parole. Dans ce qu'on a dit, on a essayé d'insister beaucoup sur l'idée de sortir de la guerre, etc. Évidemment, puisque on avait envie de prendre le contre-pied. C'était un petit peu le sens de votre invitation, de prendre le contre-pied de cette métaphore qui est tellement présente en ce moment. Mais évidemment, je pense que pour finir, il faut redonner un petit peu la balance. On se rend compte, et moi je suis très très frappée du fait qu'on est si peu armé au fond, si peu préparé, qu'on se retrouve dans des situations qu'on croyait être des situations de l'histoire d'avant ou d'autres pays. Et moi, voilà, je suis très frappée d'ailleurs. Pour revenir et pour nuancer un petit peu ce qu'on a dit sur la guerre, il y a l'historien de la Première Guerre, Stéphane Audouin-Rousseau, qui a fait un très très beau texte dans Mediapart où il dit que, évidemment, on n'est pas en guerre contre le virus. En revanche, on est, nous, dans un temps de guerre. Et j'ai trouvé que cette distinction était très, très éclairante parce qu'elle permet de prendre la mesure de ce que nous vivons, de prendre la mesure du caractère totalement historique de ce que nous vivons. Donc ça, pour nuancer tout ce qu'on a dit, j'avais envie de finir là-dessus. Et ce qui est très important aussi dans cette idée, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Marie-Sarah, sur l'importance de ne pas anthropomorphiser trop les virus. Ils ne sont pas ni gentils ni méchants. En fait, sortir de la métaphore de la guerre, ça veut dire surtout sortir de la métaphore de l'ennemi et donc d'une espèce d'anthropomorphisme naïf. Ils ne sont pas là pour nous tuer et ils ne sont pas là non plus pour être sympas. Et c'est cette espèce de psychologisation qui est en fait très, très néfaste. Et si on sort de ça, on se rend compte plutôt qu'il y a des parcours de vie, des manières de vivre dans le monde qui parfois cohabitent de manière harmonieuse, voire féconde, et qui parfois s'opposent. Et quand on sort de cette psychologie ennemi-ami, qui est quand même très basique, faut bien le dire, ça permet de créer autre chose, de comprendre autre chose. Et c'est ce que tu disais très bien, Marie-Sarah, en parlant de vivre avec, de cette idée de cohabiter, de co-construction. En fait, on est tous des êtres vivants qui partageons cet espace terrestre. On vient tous pratiquement des mêmes bactéries, pour le coup, et on a absolument besoin les uns des autres. Et donc, ça ne veut pas du tout dire qu'on est copains ou que c'est une grande famille sympathique, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y a cette espèce d'interdépendance qui est la base du vivant. Finalement, sortir de la métaphore de la guerre, c'est surtout sortir de cette idée de ami-ennemi et de plutôt comprendre quelle est, et ça, tout est à penser, de quelle nature est cette cohabitation non seulement entre humains et animaux et plantes, mais à toutes les échelles du vivant. Et là-dessus, j'ai vraiment l'impression qu'il y a tout à faire, que c'est un chantier immense pour comprendre la nature de ces collaborations possibles, de ces agressions possibles. Et encore une fois, il n'y a pas d'irénisme, il n'y a pas d'harmonie. Et sortir de cette vision-là, c'est aussi sortir d'une vision un peu gentille du vivant, de l'écologie, comme une grande maison, une grande famille. Ce qui est d'ailleurs ce que dit très très bien le philosophe Emmanuel Colcia. La pensée écologique est bloquée un petit peu en ce moment par cette vision on est tous dans la même maison, avec un ordre harmonieux. C'est totalement faux. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'harmonie. Il y a du vivant interdépendant. Voilà, donc nos métaphores nous bloquent en quelque sorte, et celle de la guerre, donc celle de l'ennemi ou de l'ami, nous bloquent énormément. Marie-Sarah, si tu veux... Ah non, je trouve que c'est une super conclusion, c'est parfait. Alors, on arrive, malheureusement, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, mais on arrive à la fin de la session. Merci beaucoup à tous déjà pour votre écoute, vos questions. Un énorme merci à Marie-Sarah et Frédéric pour leur participation.
Pour vous donner quelques infos sur la suite, donc la série de webinaires Science versus Covid-19 sur la Make Sense TV dans les semaines à venir, on va avoir un deuxième épisode qui sera intitulé « La recherche scientifique peut-elle riposter face à l'épidémie ?» Et on prendra dans ce second temps le temps d'explorer avec des chercheurs justement qui sont sur le terrain actuellement si le monde de la recherche a la capacité, mais surtout en fait les moyens de répondre efficacement et rapidement à la crise sanitaire. Comme on lui demande. Et on terminera la série avec un troisième épisode sur l'open science. Et on se posera la question, est-ce que effectivement l'open science est un levier pour accélérer le développement des solutions scientifiques face au Covid-19? Et il s'agira aussi d'explorer en fait s'il ne serait pas justement souhaitable, dans la lignée du second épisode, et possible de faire de la recherche autrement, d'adapter le système de la recherche pour inclure de nouvelles pratiques. On vous transmettra bien entendu tous les détails avec Make Sense et je vais laisser la parole à Sylvia pour conclure la session. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. J'ai rien à ajouter. Je pense que Roxane, tu as tout dit. Je vous ai juste mis un lien vers le questionnaire de feedback si vous avez des recommandations à nous faire pour nos 2 prochaines sessions. Et effectivement, on vous remettra tous les liens vers les articles et les personnes dont on a parlé dans le mail de retour. Donc, merci encore à nos intervenantes, à SoScience, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour la suite. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.